Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans ma review du 3e épisode du nouvel animé Dragon Ball Daima. Potentiellement le moins satisfaisant des trois, mais pourtant extrêmement riche en informations, et de plus nous permettant un joli cocorico ayant eu l'animateur français Sanda directement impliqué sur l'épisode. Il nous a délivré pour l'occasion une illustration de sa confection, composition mettant en l'honneur une partie des personnages développés durant l'épisode numéro 3, et je vous rappelle que vous pouvez trouver sur ma chaîne, et directement le lien en description, de l'interview que j'avais réalisée de Sanda qui nous livrait son retour d'expérience concernant les œuvres sur lesquelles il avait pu bosser et également ses aspirations de l'époque concernant Dragon Ball. C'est un pur régal d'avoir pu le voir ainsi aboutir avec l'esprit shonen évidemment en tête. Si l'épisode numéro 3 m'a paru moins bon, c'est car parmi ce trio c'est clairement celui qui me faisait un petit peu plus regarder la montre, alors que durant les deux premiers, avec une ouverture pourtant rallongée, je n'avais pas vu le temps passer. En même temps, je ne pourrais pas reprocher à une telle série de prendre son temps pour se raconter, pour développer un univers, un lore, pour tout expliquer. Il y a à chaque fois des questions qui sont posées avec les réponses qui y sont adossées. On rentre dans beaucoup de détails dans l'épisode, ce qui le rend vachement riche. Là où la partie visuelle perd un petit peu techniquement, je trouve que sur le plan artistique c'est toujours aussi bon, toujours aussi développé, et légère mention à la partie musicale qui ne marquera pas les esprits via cet épisode numéro 3, mais qui a su gagner en force par rapport aux deux premiers épisodes et apporter un support décent aux scènes apportées par cet épisode. Par contre, les sujets traités via ce dernier sont absolument multiples, extrêmement denses, et on va tout se décortiquer dès maintenant. On remarque dès le début que la magie Mao en japonais est encore mis en avant. Goku s'étonnera de la vitesse avec laquelle l'avion, on peut le qualifier de vaisseau, mais selon Glorieux c'est un avion, prend de la distance vis-à-vis de la Terre. Ils sont si rapides car alimentés par de la magie. Encore une fois, on ne parle pas de ki ou d'un autre type d'énergie, me permettant de vous rappeler qu'à l'origine, cette série devait s'appeler Dragon Ball Magic. Ça a été renommé relativement en dernière minute Dragon Ball Daima, et bien que le logo de cette série semble avoir été réalisé un petit peu à la sauvette, le nouveau nom Daima est également le titre de l'épisode numéro 3, et ce n'est pas pour rien, car un jeu de mots supplémentaire s'est rajouté. Vous savez que concernant le royaume des démons, on le dénomme en japonais le Makai, mais si vous avez eu Louis Fin durant les 3 premiers épisodes, vous aurez régulièrement entendu parler de Dai Makai, en quelque sorte le grand royaume des démons, comme lorsque l'on parle de Dai Shinkan, le grand prêtre, ou de Dai Kaioshin, le grand Kaioshin. Les échanges entre Shin et Glorieux, depuis l'épisode 2 d'ailleurs, sont extrêmement intéressants, de par la nature de ces derniers, mais également de par la posture des deux personnages, la froideur, le rôle énigmatique, mais jamais fuyant de la part de Glorieux, face à un Shin qui en connaît beaucoup et qui se trouve interloqué vis-à-vis de la mission de Glorieux, lui posant plus de questions sur les tenants et aboutissants, et certains plans nous montrent à quel point Shin se questionne sur la situation globale et sur le degré de confiance qu'il devrait accorder ou non à Glorieux. Là où Goku est lui beaucoup plus franchouillard, il fonce dans le tas, tout sourire quasiment suivant Glorieux au doigt et à l'œil, et advienne que pourra. On va nous détailler le cas des fameux poissons, Wap Sama en japonais, qui fait évidemment un lien avec warp, terme en anglais qui peut renvoyer à la notion de distorsion ou de déformation, notamment de l'espace-temps. Le lien avec un poisson qui permet de transiter entre des dimensions cloisonnées l'une envers l'autre est plus qu'évident. On se rend compte qu'il y en a plusieurs, localisés à diverses régions, et Glorieux, sous la commande du roi du 3e monde des démons, l'a missionné de ramener Son Goku, et du coup ici Kaioshin, afin de mettre un terme à Goma. Son Goku ayant battu Majin Buu, il aurait donc les clés en main pour y parvenir. Goku y trouve également son intérêt vis-à-vis du sort qui lui est réservé, au sens littéral, et également vis-à-vis du sauvetage de Dende. Goma sera de nouveau présenté comme un personnage petit, rusé, mais possédant un incroyable pouvoir magique. On a remarqué qu'il était capable d'augmenter par exemple la vie de 1000 ans, ce qui est loin d'être anodin, et je pense qu'il faut vraiment se méfier de ces pouvoirs-là. Là où un Moro nous avait déçus alors que c'était quand même le cœur de l'écriture du personnage, le magicien. Dès qu'il gagnait en puissance, il arrêtait de s'en servir. On peut espérer qu'un Goma mise à fond sur sa magie, sur le développement de cette dernière, qu'adviendrait-il si jamais Goma gagnait en puissance physique? Ferait-il la même erreur que Moro? Concernant le fameux Warp, le poisson, il se trouve tout proche de la planète Batapi dans le système Raka. Grâce au développement de Herms98 sur Twitter et via mes recherches annexes que je vais vous présenter, on en sait beaucoup plus sur la signification de ces lieux, les deux faisant un jeu de mots avec les cacahuètes et le beurre que l'on peut créer avec ces dernières. On a déjà vaguement entendu parler de ce terme Raka ou Laka dans le 3e film Dragon Ball Z, dans l'équipe de Thales avec le fameux Rakasei, l'un des mercenaires de sa bande. Bien que le jeu de mots autour des cacahuètes soit très
trivial et peut se retrouver directement dans le visuel de cette planète, avec cette sorte d'écorce faisant penser à l'enveloppe naturelle des cacahuètes. Si l'on traçait un trait autour pour les envelopper, ça pourrait donner cette forme un petit peu en 8 lorsque l'on prend les cacahuètes dans leur état le plus naturel possible, mais surtout cela peut avoir certains sens, concernant des références notamment un peu plus mythologiques, et vous allez voir que ça fait directement du sens. En sanskrit, je ne sais pas si je prononce bien, une langue indo-européenne issue de la civilisation brahmanique de l'Inde, Bata de Batapi signifie voyageur ou pèlerin, tandis que le Api à la fin peut signifier aussi. Une planète Batapi pourrait signifier la planète des voyageurs, une sorte de lieu de passage comme un carrefour interstellaire pour des explorateurs et des civilisations. C'est clairement ce qui est en train de se produire au cœur de l'épisode 3, d'où le fait qu'un poisson warp y soit placé. On peut y trouver d'autres significations dans d'autres mythologies qui me semblent un petit peu plus anecdotiques. Ça peut avoir un lien avec le feu cosmique, en Chine avec les chauves-souris, ou encore le lieu où l'on peut trouver un savoir ancien au cours de son voyage. Cela me paraît moins pertinent au vu de la situation, et concernant Raka, dans certaines langues, cela fait référence à des ruines ou à des terres arides. Et c'est à vrai dire ce à quoi, hormis une cacahuète, ressemble cette double planète. En fonction du langage de référence, Rak ou Raka peut faire écho à l'écrasement, voire même à la chute de quelque chose, et en mythologie nordique, Raka peut même symboliser un lieu de renaissance après le chaos post-Ragnarok. Si l'on combine le sens de ces deux termes, Batapi dans le système Raka pourrait être perçu comme une planète dédiée aux voyageurs ou de pèlerinage dans un ancien système marqué par le temps. Et c'est à vrai dire ce que l'on peut aisément en percevoir. Une fois sur place, Shin ne perd absolument pas le nord et veut directement envoyer leur localisation à Kibito. Malheureusement, il ne pourra pas envoyer toutes les informations, en particulier le fameux code PIN, pour passer dans le royaume des démons, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à voir Kibito débarquer par là, mais aussi à des situations ubuesques lorsqu'il conviendra d'outrepasser le poisson WAP. Ce serait drôle de voir Vegeta le menacer, là où Son Goku s'est foutu de sa gueule en disant qu'il était une sorte de poisson rouge. Blague que j'ai beaucoup appréciée dans l'épisode, extrêmement Toriyamaesque, très fun, très légère, là où d'autres dans l'épisode, on va en parler plus tard et vous l'avez tous ciblé, n'étaient pas spécialement ma tasse de thé, mais en tout cas celle-ci concernant le poisson était bien sentie. On retrouve du début à la fin de cet épisode numéro 3 l'aspect space opéra qui est très cher aux yeux d'Akira Toriyama. Également entre parenthèses ceux de Toyotaru, bien qu'ils ne soient à ce jour pas liés à l'anime Dragon Ball Daima, pétris de leur amour pour la licence Star Wars. Le trio formé par Shin, Goku et Glorio transpire le Star Wars de la tête aux pieds. Leurs aventures par la suite également, leurs rencontres, le groupe atypique et baroque qu'ils forment, les aventures et mésaventures rencontrées, dont notamment le fait de passer le contrôle du poisson Warp qui va vérifier les oreilles. Ça fait quand même 3 épisodes sur 3 durant lesquels la thématique de l'oreille pointue est abordée. Je refais un point donc pour que tout soit clair. Dans le premier épisode, on nous a simplement émis le fait qu'avoir les oreilles pointues serait un signe majeur de distinction des êtres provenant du royaume des démons. Attention, provenir du royaume des démons ne veut pas dire être un démon ou être méchant. Ça veut dire être Majin. Majin en japonais voulant dire être ou entité magique. Il y a donc des gentils et des méchants, peu importe. Le tout est brassé, mais on les reconnaît à leurs oreilles pointues. Le truc, c'est que ça soulevait beaucoup de questions. On sait qu'Akira Toriyama aime souvent donner des oreilles pointues principalement à des ennemis, des êtres méchants. Il y a des exceptions à la règle. Majin Buu, Freezer, on peut en citer beaucoup, mais on sait que ce sont des designs qui ont été souvent repris. On pourra parler des Eaters dans Dragon Ball Super aux oreilles pointues évidemment, et même hors du canon de Dragon Ball, on en trouve une pelletée, d'où la référence. Ça semait le trouble et l'épisode 2 avait tout clarifié. Avoir des oreilles pointues est clairement un signe de provenance du royaume des démons, mais pas pour tout le monde. Pas pour tous les personnages. Ce n'est pas une règle absolue. Il y a des nuances, des exceptions. Ce fait-là n'est pas à généraliser. Cependant, on remarque que le fameux poisson Warp va faire une vérification de leurs oreilles, ce qui va clairement, je pense, semer le trouble dans de nombreux esprits à ce sujet. À mon sens, ce n'est pas contradictoire de ce qui a été dit dans l'épisode 2, mais du coup, c'est un peu léger comme contrôle de la part de Warp, vu que des êtres provenant du monde extérieur peuvent avoir les oreilles pointues. En tout cas, il a fait tout de même une mention indirecte à leur forme, voir si elles étaient bien pointues d'une certaine manière. Y aurait-il carrément une typologie d'oreilles pointues, celle que Shin va confectionner à Son Goku par sa magie, qui les rend vraiment reconnaissables pour un expert
provenant du royaume des démons en ayant l'expérience et ayant vécu, ou un poisson tel que Warp. On se rend compte que beaucoup de détails restent à être produits concernant ce fait-là, et d'épisode en épisode, on ajoute une petite surcouche à ce drôle d'édifice concernant les oreilles pointues. C'est toujours cool d'en apprendre plus, mais je me doute qu'il y aura des dérives et des raccourcis qui seront pris à droite et à gauche. Concernant ce Son Goku avec les oreilles pointues, eh bien, laissez-moi vous dire que je l'ai beaucoup apprécié. Je me suis même dit que quitte à rentrer dans le délire un petit peu enfant, chibi, etc., on pourra le dénommer comme on le souhaite, ça aurait été sympa qu'il conserve cela tout au long de ses aventures au Makai, que ça fasse partie intégrante de son design, et que l'on ait une sorte d'aventure forcément à la Zelda qui me fait un petit peu penser à du Wind Waker par exemple. J'aurais du mal à dire que c'est mon opus préféré car Ocarina of Time existe, mais tout de même, Wind Waker est sûrement dans mon top 3 et probablement pas 3ème. Je sais que ça peut paraître déroutant, mais tout comme à l'époque de la sortie du jeu Zelda The Wind Waker sur GameCube, ça avait choqué les esprits et après, la magie avait opéré. Je pense qu'il y aurait eu évidemment une sorte de choc à voir un Goku au design remanié, même ses habits auraient pu l'être, pour se conformer un petit peu plus au Makai, qui sait. Si ça avait été fait avec bon goût, je pense que j'aurais fait partie de ceux qui auraient salué cette démarche. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi, un peu plus tard dans l'épisode, la magie de Shin n'opère plus, et Goku n'a plus ses oreilles pour passer inaperçu. Au travers de tous ces démons malfamés du 3e royaume des démons, on va en apprendre indirectement plus sur les conditions de vie de Glorios, sur le fait qu'il y a quasiment une forme de lutte des classes entre ces trois mondes démoniaques et que clairement dans le 3e, la vie est loin d'être aussi facile déjà que dans le 2e et ils ont l'air de nager dans bonheur et opulence au cœur du premier. Il y a beaucoup de thématiques de fond qui sont développées, on aura d'ailleurs quelques échanges entre Glorio et Shin à ce sujet, le fait que Shin proviennent du second monde dans lequel on vit clairement mieux. On nous a également appris qu'il y a une forme de proximité physique entre le premier et le second et que le 3e est nettement plus éloigné du premier, qu'il y a des sortes de barrières magiques entre le 3 et le 1, qu'il faut des autorisations, que Glorio les a reçues car il y bosse. Il sera cryptique concernant cela, disant je touche un petit peu à tout. Sincèrement, si je demande à quelqu'un ce qu'il fait, quelqu'un dont je suis proche un minimum et qu'il me dit je touche un petit peu à tout par là-bas, un endroit bizarre, je vais commencer à me poser des questions. D'où le fait que Shin tire une tronche pas très agréable. Ce sera l'occasion d'y apprendre que Shin provient d'une race nommée les Glind, toujours du côté de Herms 98, on en apprend à ce sujet. Glind renvoyant au nom du fruit du chêne, et là mille et une blagues salaces va vous passer par la tête, a priori, car il s'agit du gland. Un jeu de mots qui serait dans la veine des autres qui sont faits vis-à-vis des personnages issus du royaume des démons dans la thématique des plantes. On se rappelle d'Akira Toriyama qui avait développé le lore concernant l'arbre Kaiju donnant naissance aux Shinjin, dont les Kaioshin, Makaioshin, Kaio devraient être issus. Mais Herms 98 fait très bien de nous rappeler qu'Akira Toriyama avait fourni deux sortes d'explications concernant l'origine des Kaioshin et que les deux pourrait en 2024 se trouver être mixé au cœur de cette nouvelle série Dragon Ball. Le récit que l'on connaît tous désormais, le récit originel, en 2009, Akira Toriyama nous expliquait que les Kaio et Kaioshin sont des Shinjin, également leurs assistants et les Makaioshin, qu'ils sont nés de fruits, renvoyant donc aux fruits du chêne évidemment, que l'on peut nommer l'arbre monde, l'arbre Kaiju, Shinjin voulant dire ce qui grandit sur un arbre. La nature du fruit définissant la nature de ce Shinjin, destiné à être un Kaio, un Kaioshin ou un Makaioshin si le fruit était pourri. Quelques années plus tard, 5 ans après, en 2014, Akira Toriyama a été interrogé sur le sujet concernant l'origine des Kaioshin, nous disant que l'on ne peut pas devenir Kaioshin. Pourtant, dans Dragon Ball Super, Zamasu était un Kaio et a été promu Kaioshin par Gowasu. Bon, on a vu pourquoi, du coup on ne peut pas devenir Kaioshin, si on n'est pas fait pour l'être, ça vire très très mal ensuite, mais bon, il y avait pénurie chez Gowasu, et justement en parlant de pénurie, Akira Toriyama nous disait que les Kaioshin fonctionnaient par 3 et qu'ils faisaient une sorte de roulement. En gros, ils font les 3-8. Et si un Kaioshin meurt de mort accidentelle par exemple, alors un nouveau Kaioshin poussera dans le royaume des Kaioshin comme une plante. Ce n'est pas exactement le même récit que concernant l'arbre Kaiju, là c'est beaucoup plus spécifique aux Kaioshin. J'ose espérer qu'Akira Toriyama a affiné son regard vis-à-vis de la situation pour Dragon Ball Daima, qu'il va nous en délivrer la proposition finale. Les propos émis en interview par un auteur sont évidemment à prendre au sérieux quand l'on n'a que ça. Ce sont ces derniers qui priment. Et lorsque l'auteur a la possibilité de clarifier directement via l'œuvre,
c'est évidemment cette dernière qui prendra le dessus. De ma compréhension, interprétation, j'en déduis qu'il va y avoir une forme de mix entre les deux. On a déjà aperçu une sorte d'arbre qui peut s'apparenter au kaiju dans un trailer. La thématique des plantes est récupérée ici dans Dragon Ball Daima concernant cette fameuse race des Glind et des Glind. On devrait pouvoir tout mettre bout à bout. Il y aura peut-être des pertes, peut-être des incohérences. On verra, on jugera sur pièce. Je mentionnais la notion de trailer il y a quelques secondes. Intéressant également de noter qu'avec ces 3 épisodes, on a couvert quasiment tout ce que les trailers nous avaient montré. C'est à 90% issu des 3 premiers épisodes. Ce qui a rendu la communication relativement plate, c'est clair, mais qui est un très bon signe désormais. Ça va être la surprise quasi totale à partir de maintenant, et surtout, les beaucoup plus gros morceaux nous sont réservés pour la suite. Hormis le Super Saiyan que l'on voit dans l'opening, déjà aperçu dans un trailer, tout le reste, tous les mystères de cette série restent à découvrir. On se rend compte que WAP n'a pas parlé d'univers. WAP savait déjà qu'il se trouvait dans l'univers 7, dans quel secteur il se trouvait également. Il n'avait pas besoin de demander à ces êtres-là leur provenance. Il leur a demandé cependant leurs origines, si elles sont bel et bien liées au royaume des démons. Il a vérifié cela et les a laissés passer. D'où le fait que Son Goku ici n'est pas au courant concernant la notion de multivers. La question se posera pour le retour. Rien ne nous garantit que le retour se fera via un vaisseau en passant par WAP. Si le retour se fait autrement, la question d'univers ne se posera pas forcément, et s'il passe par le poisson, on sera extrêmement attentif, car Son Goku est censé apprendre l'existence du multivers via Beerus. L'histoire avec Beerus se déroule après celle de Daima, donc soit il y aura une petite entourloupe dans les dialogues pour que ces univers ne soient pas mentionnés, soit il y aura une incohérence et on se posera la question et on jugera comme toujours au moment venu sur pièce. Les petites blagues sur le mal du transport de Son Goku, ça peut paraître bizarre vu à quel point le personnage fait des mouvements supersoniques, etc. J'ai trouvé ça mignon. Au global, c'est plutôt une blague qui va pas tarder à arriver qui m'a dérangé qu'autre chose. Ce qui m'a dérangé aussi, c'est la voix de Son Goku. Alors on a déjà discuté de tout le recast qui a été fait pour cette série. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur le 2e épisode si besoin. Tout le monde a été changé au final sauf Son Goku. On peut le comprendre, Masako Nozawa est légendaire. Elle vient tout de même de fêter ses 88 ans. Je dénotais déjà dans les débuts de la série qu'elle n'était pas forcément dans la bonne tonalité, qu'elle n'était pas forcément dans le bon jeu vis-à-vis d'un Son Goku enfant. Et ça s'est lourdement ressenti dans l'épisode 3. On a un respect profond pour son travail. On ne la remerciera jamais assez pour les travaux effectués sur Son Goku. Et on est aussi obligé d'être honnête envers nous-mêmes et pour ma part également envers vous. Il y a de nombreuses fois où Son Goku sonne littéralement, ça va vous faire mal à l'entendre, mais comme une vieille dame. On ne peut pas reprocher à Madame Masako Nozawa de l'être. Elle fait au mieux pour maquiller, masquer cela, mais ça ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. J'ai toujours salué le fait que Masako Nozawa apportait une forme de distinction. Certains l'entendent, certains non, ce n'est pas grave, mais il y en a toujours eu une. Entre Goten enfant, Goku enfant, Gohan enfant, les 3 se ressemblent évidemment énormément, mais il y avait des subtilités entre les 3. En premier lieu de par le propos, beaucoup plus soutenu du côté de Gohan, mais une voix plus claire, plus apaisée pour ce dernier, et pour un Goten qui a un langage un peu plus châtié comme son père, c'était surtout cet aspect un peu nasillard du personnage qui le démarquait, avec un Son Goku qui lui était un petit peu entre les deux. Tout ça s'est malheureusement perdu, et d'ailleurs en parlant de distinction, il y en avait aussi, entre des voix adultes ressemblantes qu'elle a pu jouer. Un Gohan adulte, Goku adulte, Goku Black, Goku SSJ4, Goku SSJ3, un Thalès, un Bardock, ils se ressemblent tous, mais il y a des changements notables entre chacun d'entre eux. C'est beaucoup plus proche entre un Goku SSJ4, un Thalès et un Goku Black, mais il y a aussi des différences. Je pense que c'est plus facile à jouer ces personnages-là, parce que adultes, parce que plus sombre, parce que plus épais au niveau de la voix, et ça correspond beaucoup plus à une personne âgée évidemment. C'est un exercice difficile désormais auquel Masako Nozawa se livre, c'est un pur plaisir de la retrouver sur chacun de ces épisodes, avec cette petite remarque que je ne peux m'empêcher de me faire, notamment durant l'épisode 3, ça s'entend fortement, ça fait encore plus de peine car l'amour qu'elle a pour son rôle est indéniable et nous tentons de le lui renvoyer au maximum possible et ne nous empêche pas de dire ce qui apparaît comme la vérité. On en apprendra donc probablement plus tard sur les fameux poissons WAP, sur leur localisation, sur le Makai, est-il commun multivers ou seulement à l'univers 7 ? C'est vraiment un sujet de débat en profondeur concernant Dragon Ball. Glorio semble tirer ses inspirations dans du Star Wars, dans du Mirai Trunks, dans du Granola. On met un petit peu de tout ça, on remue et ça nous donne Glorio. L'émerveillement de Son Goku à de multiples reprises de l'épisode, c'est un petit bonbon à vrai dire. Il arrive à trouver une forme de lumière au cœur de ce 3e royaume des démons qui est loin d'être réputé pour cela. Il est toujours souriant,
hormis quand on l'attaque évidemment. Il reconnaîtra la statue de l'ancien roi des démons Dabura qui prend une pose à la Mister Satan. C'est assez drôle à voir, cette statue en décrépitude. On peut se poser beaucoup de questions également en matière de géopolitique à l'intérieur de ce monde. Que représentait Dabura pour ces êtres-là? Était-il un bon roi? Car au final, la méchanceté de Dabura n'est pas approuvée, mais cela dit, elle avait été amplifiée par Babidi, et on a vu ce que ça donnait. Spopovich, avant et après le Majin, c'est plus du tout les mêmes personnes. Il y a vraiment une différence entre quelqu'un de bon et qui a un petit peu de noirceur en soi, et décupler sa noirceur, déséquilibrant totalement la balance. C'est ce qui s'est passé avec ce roi. En plus, il avait toutes les raisons d'être mauvais vis-à-vis des personnes du monde extérieur, mais en avait-il vis-à-vis de son propre monde, le royaume des démons? Peut-être œuvrait-il pour leur bien, peut-être absolument pas, peut-être n'avait-il que le regard porté vers le premier des mondes et voulait se la péter avec certaines statues dans le troisième. Tout est possible, en tout cas la vie n'est clairement pas joyeuse dans ce troisième monde. Les créatures qui y vivent le prouvent, le côté hostile de la flore, partagé par celui de la faune, l'hostilité de l'environnement. Lorsque Goku voudra respirer le bon air frais de ces lieux, eh bien il va vite déchanter car un gaz est répandu. Ça a l'air d'être d'origine naturelle mais on n'en est pas sûr à 100%. Ça pourrait provenir d'une forme de conspiration, de manipulation des peuples, on ne le sait pas. En tout cas ce gaz ne cause aucun problème sur l'organisme de Son Goku, en tout cas ne lui cause pas de pathologie particulière. Cela dit, il a une odeur plus que désagréable et de plus alourdit énormément ses mouvements. Déjà qu'il a beaucoup perdu via le sort, qu'il a rétréci, etc., qu'il manipule mal son ki, son allonge, son corps en général, ses déplacements en général. Là, c'est carrément ce gaz mentionné comme inoffensif qui vient encore plus restreindre ses mouvements. Et qui parle de gaz dans Dragon Ball Daima fait forcément penser à celui qui a été détaillé dans le tout premier épisode, lorsqu'il a été question de la fameuse diffusion de Kibito et de Shin. On nous a parlé d'un gaz mystérieux à l'intérieur du corps de Majin Buu qui a forcé la diffusion des deux êtres. Ça aurait été intéressant de voir Son Goku dire ça ressemble à l'odeur qu'il y avait à l'intérieur du corps de Majin Buu. Peut-être que cela sera mentionné plus tard. Le rose du ciel ne peut faire que penser à Majin Buu par ailleurs, mais en tout et pour tout, c'est cette fameuse thématique du gaz qui me paraît importante. Je me doute qu'à l'époque, dans le corps de Majin Buu, ça n'a pas forcément ralenti les mouvements d'un Goku et Vegeta avec de tels niveaux, c'était peu perceptible, c'est un petit peu comme changer la gravité d'une planète dans une salle d'entraînement ou autre. L'impact est mineur à de tels niveaux de puissance, mais sur un Son Goku qui a été vachement atteint par le sort, ça peut se ressentir lourdement. Et je me demande donc si le gaz à l'intérieur de Majin Buu n'est pas le même qui est diffusé par ces sortes de volcans en forme d'oignon dans les contrées du troisième royaume des démons. C'est une question, je pense, importante à se poser, en espérant que la série puisse y apporter réponse. En plus de cela, il y a des sortes de tréfonds de mer, d'océans ténébreux, maléfiques, dans lesquels on pourrait sombrer et carrément y perdre la vie, voire pire encore. Ces lieux noirâtres qui n'inspirent absolument rien de bon. Goku a failli y tomber, se trouvant alerté de leur dangerosité par Glorio lui-même. L'épisode nous proposera enfin, j'ai envie de dire, le fameux Eye Catch au moment de la pause. Publicité en télévision japonaise, on a pu y voir Son Goku et le fameux bâton Nyoibo, mais également quelques plans beaucoup plus en immersion dans ce royaume. Goku, Shin, Glorio, mais aussi la Majin masquée, Panzi. C'est une ode et un appel à l'aventure. Les touches musicales font penser à du Dragon Ball GT dans leur sonorité, mais font en réalité beaucoup penser à du Dragon Ball originel. Et je vous mettrai la référence en description pour ceux qui voudraient se faire le petit comparatif. Une attaque aura lieu de la part des êtres plutôt barbares en ces lieux, on va les appeler comme ça pour le moment. Barbares mais quelque peu équipés. Le regard de Son Goku devenant très sérieux au moment de l'attaque est intéressant. J'aurais beaucoup de mal à vous dire que c'est le Goku extrêmement mature, sincèrement, qui est déployé dans cet épisode-là, tout comme ça ne l'était pas dans les deux premiers. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec ces notions de vrai Goku, faux Goku, Goku intelligent, Goku mature, etc. Il y a selon moi Son Goku à prendre dans son entièreté et ne pas laisser son avis biaisé simplement parce qu'il apparaît dans Super, Daima, Z, GT, etc. Dans Daima, Goku n'est clairement pas un foudre de guerre sur le plan intellectuel. Cependant, et tout comme à son habitude, il brille dans les moments importants et ne perd pas sa boussole lorsqu'il s'agit d'anticiper une attaque, de rétorquer. Et bon, celle-ci fut de très bas niveau, nous permettant d'apprécier des capacités de Glorio au combat qui sont certes pour le moment en tout cas très raisonnables, mais on voit qu'il n'a pas froid aux yeux, on voit qu'il a l'habitude de se confronter à des êtres
beaucoup plus coriace que ces derniers, et qu'un peu à l'instar de Mirai Trunks dans son monde post-apo, lui Glorio dans ce monde démoniaque, voire magique, a l'habitude de mener une vie très dure. Il collabore avec le roi certes, mais on sent qu'il provient des bas-fonds. Viendra ensuite le fameux moment de la blague sur le P de Son Goku. Alors celle-ci, j'aurais clairement pu m'en passer. Qu'il y fasse la mention en premier lieu, ça peut aller à vrai dire. Mais qu'il passe à l'acte ensuite, directement dans la foulée, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas le genre de blague que je consomme particulièrement, c'est pas le genre d'humour qui me parle, même s'il y a toujours eu ce côté un petit peu pipi caca dans les œuvres de Toriyama, notamment Dr. Slump, on va pas se le cacher, mais c'est pas ce qui marche particulièrement sur moi. En remettre une couche à quelques secondes près dans l'épisode, bon, cela dit, sans mauvais jeu de mots, je ne vais pas en faire des caisses, en sachant que je suppose que d'autres chaînes YouTube qui vous rotent et pètent à la gueule, sans même vous adresser d'excuses, ne vont pas se gêner pour critiquer ça. L'audace sur internet de nos jours, me direz-vous. Glorio pense à la santé de ses invités, il se rappelle que c'était la nuit sur la planète Terre, nous sera présenté une petite ville, presque un village en fait, chez les démons dans lequel ils vont siéger pour la nuit, et malgré le côté rustre de ces lieux, malgré le côté austère également, Son Goku arrive toujours à y trouver quelque chose de lumineux, quelque chose de beau, quelque chose de réjouissant, quelque chose qui donne le sourire et lui-même nous le transmet. Je n'ai pas aimé ces sortes de plans en 3D nous amenant vers la ville, j'ai trouvé que ça faisait... PlayStation 2 HD quoi, c'était pas super beau franchement. Une fois qu'on est plongé dedans en 2D, ça passe super bien. Les tonalités de couleurs, les architectures, les personnages assez atypiques, voilà, tout fonctionne. C'est vraiment la 3D qui est dérangeante ici. Peu détaillé, cela dit, avec la musique, avec les détails fournis à l'oral, il y a vraiment un côté JRPG qui se dégage de ce Dragon Ball Daima. Et qu'est-ce que ça fonctionnerait bien en tant que jeu vidéo, une sorte de jeu à la Dragon Quest, sauf que ça serait estampillé Dragon Ball Daima, Daima Quest si vous le souhaitez, ce serait vachement beau à parcourir. Alors déjà on va avoir le DLC de Dragon Ball Z Kakarot, c'est pas trop mal, mais dans le style RPG pour mettre en place les dialogues, nous proposer un système de combat qui fonctionnerait plutôt bien derrière, tout cela dans l'univers de Dragon Ball à l'intérieur de ce monde, le jeu de couleurs correspond parfaitement, les musiques, enfin vraiment tout est dans le ton, et d'ailleurs Akira Toriyama a collaboré à quelques reprises sur cette typologie de jeu, en était lui-même joueur et partageait quelque peu cela avec ses enfants. Arrivé à l'hôtel qui ressemble plus à une prison qu'autre chose, on voit encore Glorio à l'épreuve, ce qui fait penser à de nombreux personnages de Star Wars dans les négociations lorsqu'il faut vendre, acheter, faire du commerce. C'est toujours difficile, rude, mène à la violence physique, mais c'est Glorio qui tire son épingle du jeu, alors que Son Goku lui va vouloir bien grailler un petit morceau. Ils vont se retrouver dans un espèce de diner démoniaque, évidemment ça pullule de ces êtres à l'intérieur, on peut se rendre compte que certains n'ont pas spécialement d'oreilles ou alors ont des ronds un petit peu bizarres, mais ils sont constitués de pics. Il y a toujours quelque chose en pic sur ces derniers, en pointu. L'entrée de Son Goku sera évidemment remarquée car il n'a plus les oreilles pointues de Kaioshin. Ce sort qu'il a jeté sur Son Goku est intéressant car ça démontre de ce dont il sera capable. C'était un petit échantillon au cœur du royaume des démons pour s'en sortir, il pourra donc utiliser probablement la magie, pourra peut-être initier Son Goku à cette dernière, ce serait intéressant, peut-être une source de power-up pour lui conférer des pouvoirs exclusifs à ce lieu-là, pourquoi pas. Scénaristiquement, le fait que Son Goku n'ait plus les oreilles arrangeait fortement Akira Toriyama, mais on n'a pas eu beaucoup d'explications concernant le retour à la normale des oreilles de Son Goku. Ça aurait été judicieux de les préserver ainsi. Je pense qu'un Glorio Unshin aurait pu y penser. Pourquoi ne pas l'avoir fait si ce n'est pour qu'Akira Toriyama de son vivant puisse faciliter l'écriture, en sachant que ce genre de détail peut se résoudre rapidement. Kaioshin disant que ce pouvoir-là n'a d'effet que 15 minutes et puis c'est bon, on n'en parle plus. Je remarque également que sur les êtres dont le cou est visible, se trouve une sorte de collier d'anneaux rouges. Et quand l'on met bout à bout le fait que l'on est dans le pire des royaumes des démons, que leur apparat est négligé, qu'ils ont l'air d'avoir des vies extrêmement rudes, difficiles, eh bien il serait possible que ces colliers rouges soient carrément un signe d'asservissement de ces personnages-là. Peut-être bossent-ils de manière forcée pour quelqu'un, peut-être les a-t-on déplacés d'un univers démoniaque à l'autre pour y travailler, pour être soumis. Et que ces êtres-là avec lesquels Son Goku va se battre, qui sont plus que hostiles à son égard pour le moment, pourraient appeler à notre sympathie, à notre empathie, ainsi qu'à celle de Son Goku plus tard. Peut-être se rendra-t-on compte qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Peut-être ont-ils une vie si dure qu'ils ont la dent, elle aussi dure, face à un être qui n'est clairement pas un démon. Je suppose qu'il doit y avoir une forme de lore, d'histoire, de fond de ces personnages-là qui justifie ce qu'il vient de se produire ici et qui nous amènera potentiellement à avoir un autre regard plus tard et à changer surtout celui des protagonistes. Il en est carrément arrivé à leur casser la gueule et peut-être que Goku lui-même regrettera d'en être arrivé là et d'une manière ou d'une autre pourra sympathiser
avec ses personnages. Ces derniers ont, pour la majorité en tout cas, été designés par Akira Toriyama. Le niveau de détail allait très loin, idem pour les barbares. Tout cela nous avait été présenté, révélé de sa propre plume. Il avait vraiment travaillé son œuvre Daima dans les moindres détails. Ce petit combat permettra tout de même à Son Goku de s'habituer à l'air ambiant, à ce gaz, à cet alourdissement. On se rend compte que l'on reverra probablement ces petits démons vu qu'ils ont volé le vaisseau de Glorio, alors que aussi bien lui-même que ses compagnons d'aventure Shin et Goku dormaient. Ce qui est pratique pour Goku et Shin, c'est qu'ils peuvent partager le même lit. Ils sont tellement petits que ça a encore l'air d'être un stade de foot dans lequel ils sont en train de se reposer, donc ils n'ont pas besoin de payer plusieurs chambres. Au réveil, c'est la promesse d'une aventure un petit peu plus étendue que prévu qui nous est faite. Le vaisseau, l'avion de Glorio a été dérobé. Le mot qui a été laissé par les voleurs fait penser, d'après Herms98, à du japonais écrit à l'envers. C'est intéressant car il y avait des suspicions concernant le fait que le langage de Super Shenron s'apparentait à l'oral à du japonais mis à l'envers. Y a-t-il un signe vis-à-vis de cela? Difficile de le dire. Peut-être bien, vu que les Namek proviennent de manière globale du Dai Makai. En tout cas, la suite de l'aventure se fera par les voies terrestres, et ce pour aller rejoindre le roi Kadan, lui aussi dans la thématique des plantes et fleurs, avec pour signification parterre de fleurs, lui attribuant donc une posture un petit peu plus ample. Encore une fois, je fais ce rapprochement avec les Saiyan, Raditz le radis, Broly le brocoli, Goku plutôt Kakaroto la carotte, mais pour Vegeta, lui, son père et les autres, vu que Vegeta est Vegeta 4, c'est une référence aux végétaux dans leur intégralité, et pas spécifiquement à l'un d'entre eux. C'est la même chose qui se reproduit ici avec ce roi, mais qui n'est pas le roi absolu, en référence à un parterre de fleurs qui englobe beaucoup plus de choses. Je n'y ai pas trouvé de signification symbolique particulière, peut-être quelques références à la langue turque, mais c'est très léger. Ça peut rapporter à des valeurs de force, de protection et de sagesse, mais à vrai dire le nom de Kadan n'est pas très évocateur en soi. Cela met un terme à l'épisode ainsi qu'à sa review. On a quand même 2-3 détails à discuter encore, notamment vis-à-vis de la preview du prochain. Cette fin d'épisode est clairement prometteuse vis-à-vis d'une aventure à pied, qui va forcément mener Glorio et sa bande à rencontrer la Majin masquée, la fameuse Pansy, et nous faire comprendre alors en quoi ils auraient besoin d'elle, s'associerait à cette dernière, sachant qu'elle doit aussi avoir certains objectifs qui lui appartiennent, tout comme Glorio qui n'a probablement pas tout révélé. La preview pour l'épisode numéro 4 est toujours aussi courte. Je vous rappelle que ça sortira le vendredi 1er novembre. L'heure de diffusion devrait probablement changer sur les plateformes. On attendra communication de ces dernières, vu que la France a sa spécificité de faire son changement d'heure durant la dernière semaine d'octobre. À 3h du matin, il sera tout d'un coup 2h. Ces détails, vous pouvez compter sur moi pour vous les communiquer en temps et en heure. On se rend compte que le prochain épisode portera pour titre « Trop bavard », que l'on y aperçoit les Tamagami. On y voit d'ailleurs les 3 Dragon Ball qu'ils défendent. Une théorie qui me paraît plutôt sage est de penser qu'il y aurait un Tamagami par monde, probablement du moins puissant au plus puissant, le plus costaud étant le plus proche de Neba, dans le même monde que Goma, et l'on y voit ce que l'on avait déjà aperçu dans un précédent trailer, Goku, qui va s'enfoncer dans les villages magiques et démoniaques, y rencontrer la garde. Là, il ne va pas cogner les pauvres gens miséreux, mais s'en prendre à une forme de milice ou d'armée directement sur les ordres d'un roi démoniaque, qu'il soit Goma, Kadan ou un autre. Pour la cohérence du récit, je miserai une petite pièce sur Goma, mais cela reste à déterminer. En tout cas, permettrait à Goma d'être prévenu du fait que Son Goku est venu dans son monde, de voir quelques sueurs froides couler de son front, et également devoir consulter à nouveau Degesu ainsi que le docteur Arinsu qui pourrait chercher à nouveau à le manipuler. Question intéressante à se poser, avec tout ce beau monde qui rapplique ici et une docteur Arinsu capable d'aller dans le monde extérieur, pourrait-elle profiter que toute la Z-Team se rassemble dans ce royaume pour retourner dans le monde extérieur? Pas sûr qu'elle en ait réellement un intérêt. Elle a probablement fait toutes ces expériences depuis un petit moment en marge de l'arc-bout. J'espère que cette review, cette analyse au complet fut plaisante. De prochaines informations arrivent très vite sur la chaîne. Votre pouce bleu serait une force formidable. Le mot de passe pour ceux qui sont restés jusqu'au bout: Glorio, c'était glorieux. Merci à nouveau du fond du cœur. Abonnez-vous, activez la cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.